chose énorme. Je ne vous dirai pas qui je suis. Vous ne verrez jamais mon visage. Vous me croiserez sans me voir. Mon passé était glorieux. Dans mon métier, j'étais considéré comme le meilleur. Le meilleur. Jusqu'à ce jour maudit, jusqu'à l'enquête de trop. Une violente polémique m'a fait tomber de mon piédestal. J'ai perdu ma réputation, mon travail, et beaucoup de mes proches m'ont tourné le dos. J'ai tout perdu. Mais je suis libre. Libre de continuer mes enquêtes, de traquer la vérité sur tout cet ailleurs qu'on nomme paranormal. Pour parler, j'avais réussi à convaincre Marie de Solène de se confier à moi. Elle s'était tue pendant 32 ans et était enfin prête à parler. J'étais cascadeuse à cheval, je faisais que des bêtises, quoi. Direction Oraison, un petit village à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence. Chute de cheval, traumatisme crânien. À 25 ans, cette sportive accomplie avait sombré dans cet espace étroit qui sépare la vie et la mort. On avait décidé avec une bande d'amis d'aller faire une grande balade sur les plages de l'île de Ré. Et j'ai mis le pied dans l'étrier, mes souvenirs s'arrêtent là. Je suis arrivé à l'hôpital de La Rochelle. Il paraît que le pompier essayait de me solliciter un éveil et il n'y avait rien. À un moment donné, je me suis vu, moi... Je voyais la scène comme si j'avais été, je sais pas, sur une étagère, bien en haut. Et je voyais un chariot avec quelqu'un dessus et plein de gens qui paniquaient, qui couraient pratiquement, qui poussaient le chariot. Et je me suis retrouvé dans une pièce. J'avais vu qu'il y avait un médecin qui avait l'air assez jeune. Je voyais que c'était lui qui commandait. Et il y avait des infirmières, il y avait plein d'appareils, je ne savais pas ce que c'était. Et le jeune médecin a appris que à l'époque, je ne pouvais imaginer que comme deux fers à repasser à l'ancienne. J'ai compris, j'ai dû avoir un problème cardiaque à ce moment-là. Et il disait, on la perd, on choque. D'un seul coup, je me suis retrouvée dans un couloir de l'hôpital. Il y avait ma meilleure amie qui était là et mon meilleur ami et qui avait l'air malheureux et écroulé. Et je ne comprenais pas, mais pourquoi ils sont malheureux comme ça? Aux yeux de la science, c'était impossible. Marie décrivait dans les moindres détails son arrivée à l'hôpital, son opération, l'attente angoissée de ses amis dans une autre pièce. Je me sentais vraiment attirée. Plus rien n'avait d'importance. Je suis rentrée dedans et là j'ai eu la sensation comme si je prenais un ascenseur mais à l'horizontale. Et d'un seul coup, paf, ça s'est arrêté. Et je n'étais que dans cette brume lumineuse. Et c'est là où ça a été le plus beau, parce qu'à ce moment-là, la première chose que j'ai pensé, c'est que je suis rentrée chez moi. C'est ma maison. C'était extraordinaire. Un bonheur, mais un bonheur, vous ne pouvez pas vous imaginer, personne ne peut s'imaginer ça. Ce n'était que des sensations, mais tellement fortes que, vous voyez, 32 ans plus tard, elles ne m'ont jamais quittée. Cette brume lumineuse, ça se ramassait un peu, j'avais l'impression que ça ressemblait à une forme humaine. J'ai senti que cette chose en face, c'était un immense sourire bienveillant. Et j'ai dit, mais c'est quoi, c'est Dieu? Non, c'est infiniment plus. Et à partir de là, il a commencé à avoir un énorme échange. Ça se passait de pensée à pensée. Il n'y avait pas de temps, le temps n'existait pas. Il m'a montré ma grand-mère. Je n'avais pas été très cool avec elle.
je ressentais ce qu'elle avait ressenti, en fait. C'est la plus grande leçon qu'on peut prendre. Après, je voulais avancer parce que je sentais qu'un peu plus loin, il y avait un autre état de lumière. Et moi, je voulais aller vers là. Et là, ça a été non. Il fallait vraiment que je reparte. J'ai eu la sensation qu'on m'éclatait le cerveau, qu'on me mettait quelque chose dans l'esprit. J'avais accès à la souffrance du monde entier, à la joie du monde entier. Et une hyper-conscience, la douleur chez l'humain était inacceptable. Et la fin, je peux pas dire qu'il m'a pris dans ses bras. C'était pas ça. C'est bien plus que ça. C'est comme s'il avait touché la plus extrême pointe de mon âme ou de mon esprit avec le sien, avec une délicatesse extraordinaire. Et là, j'ai ressenti ce que pouvait être un amour au-delà de l'humain, au-delà de tout ce que ça peut concevoir. Par exemple, un grand-père qui était hospitalisé, sa femme était dans la salle d'examen, et il est venu un spécialiste qui a quand même fait une biopsie d'un nerf. Et quand ce monsieur s'est réveillé, il a pu dire comment sa femme était habillée, où elle était dans la salle. Il a pu décrire le spécialiste qui a fait la biopsie. Il a pu dire le nom de ce spécialiste. En fait, ce monsieur, non, il était dans le coma, certes, mais il était sourd comme un pot. Pamela Reynolds, c'est une dame qu'on a opérée d'un anévrisme cérébral. Et pour une telle intervention, on est obligé d'arrêter la circulation au niveau du cerveau. Pour que le cerveau, qui normalement ne tient que 3 minutes sans oxygène, survive le temps de l'opération, on est obligé de le refroidir. En l'occurrence, c'était vers 16 degrés. 16 degrés, c'est une température à laquelle il n'y a plus rien qui fonctionne. Parti par le haut de ma tête, j'ai remarqué que mon médecin avait un instrument dans la main qui ressemblait à une brosse à dents électrique. Et pour une fois, tout a été monitoré et noté dans un compte-rendu d'opération. Le docteur Michael Sabom, un ancien sceptique aujourd'hui converti, a méthodiquement analysé ce témoignage. Étant cardiologue, je ne savais pas à quoi ressemblait une scie à trépaner. Effectivement, ça fait penser à une brosse à dents électrique. J'ai entendu une voix de femme. Je crois que c'était la voix de ma cardiologue. Et la voix disait que mes veines et mes artères étaient trop étroites pour évacuer le sang. On veut premièrement mieux caractériser les expériences, donc recueillir un maximum de témoignages de gens qui ont vécu ce type d'expérience. Et ensuite aussi, on utilise des outils standardisés donc pour identifier les expérienceurs et pour quantifier l'expérience et finalement identifier les composantes qui sont le plus fréquemment rapportées. Je suis revenue différente de cette expérience, totalement transformée. Je suis passée d'une cascadeuse folle dingue, amorale, à quelqu'un qui ne pensait qu'à une chose, aimer l'humain, sourire, être bienveillant. Je sens ce que les gens ressentent en fait. Des fois, je pourrais être presque à l'intérieur d'eux. Je pleure les larmes des autres. J'ai une empathie multipliée par 1000. Donc c'est extraordinaire d'un côté, mais c'est pas facile du tout à gérer de l'autre. C'est que la vie est plus précieuse que tout, la vie est d'une beauté magnifique. Qu'on est là pour s'aimer, que pour donner, pour échanger, pour faire en sorte que cette planète soit la plus belle possible. Étrange. Vraiment étrange. Et si nous avions des capacités que nous ignorons, que nous aurions perdues au fil des millénaires? C'est dans le passé, dans l'histoire de l'humanité, que j'allais chercher mes réponses. Et une vérité, très vite, m'apparut. Ces traversées surnaturelles avaient toujours existé. Au 8e siècle, le Pardontodol, le livre des morts tibétains, en parlait déjà. Noble fils, maintenant que ta respiration a presque cessé, voici pour toi le moment de chercher une voie, car la lumière fondamentale qui apparaît lors du premier état intermédiaire va poindre. Même révélation dans le livre des morts des anciens Égyptiens, un ouvrage vieux de près de 4000 ans. Ici commence le chapitre qui relate la sortie de l'âme vers la pleine lumière du jour, sa résurrection dans l'esprit, son entrée et ses voyages dans les régions de l'au-delà. La Bible elle-même évoque ces phénomènes avec l'histoire de Saint Paul.
des récits de ce genre, j'en débusquais partout dans l'histoire des hommes. La Maison Blanche, je ne sais pas si c'est une symbolique, mais moi je vois une Maison Blanche. Donc je ne sais pas si c'est la pureté, le fait que ce soit justement là, qu'il n'y ait plus de problème. J'ai vu apparaître mon père, c'est drôle à dire, c'était pas un esprit, là, mais il y avait une robe de chambre, comme la robe de chambre qu'il portait souvent dans le temps. Il y avait une robe de chambre bleue. Et il y avait réellement un air, je dirais, très... il était pas content de me voir. Il veut pas que je rentre dans la maison. Et là, moi, je lui dis, hey, père, je suis content de te voir. Là, je veux le serrer et il me repousse. Je ne peux pas le toucher. Et il me dit, non, là, mon homme, le temps n'est pas arrivé, ton temps n'est pas arrivé, tu retournes, et là, le temps presse, il faut que tu retournes, on n'a plus le temps à parler. Le regard était intense, et il n'y avait pas d'équivoque, il n'y avait pas de négociation, il voulait que je retourne en bas. Et moi, je trouvais qu'il n'y avait plus d'affaires à retourner en bas. Et là, lorsqu'il m'a dit, Gaston, tu dois retourner en bas, on regardait encore la voiture, il dit, ta femme t'aime, tes enfants t'aiment, tu dois retourner. Là, j'ai eu comme un choc. Puis là, j'étais plus que frigorifié. Et d'un coup, je me suis senti, c'est drôle à dire, c'est des expériences que j'ai jamais vécues, là. J'étais devant l'inconnu, je suis sorti de mon corps. C'est mon âme qui est sortie. Et là, mon âme a flotté dans l'habitacle de l'auto, viré à l'envers. Qu'est-ce que je fais ici? Et à toutes les demi-heures, il me demandait qu'est-ce que je fais ici. Qu'est-ce que je fais ici? Venant de M. de Courcy, qui est un individu très cartésien, très terre-à-terre, il a réussi à me convaincre. J'avais déjà entendu, comme infirmière, des expériences comme ça, des patients qui sont sortis de la salle d'opération et qui ont vu leur chirurgie, qui sont même capables de dire les paroles qui ont été dites par des médecins ou des infirmières qui étaient sur place. L'éminente qu'il a vécu a été, d'une certaine manière, transformée et de façon très importante. C'est comme si... on pourrait penser que ce sont des séquelles de traumatisme crânio-cérébral en région frontale, parce que les gens qui ont des atteintes frontales ont souvent des modifications importantes de leur personnalité. Sauf que, dans le cas de M. de Courcy, c'est demeuré. Et ce, malgré l'amélioration au niveau cognitif. Ce changement-là, au niveau de la personnalité, au niveau de la manière qu'il voyait la vie, c'est demeuré. Avant son accident, mon père avait jamais vraiment touché à du paranormal ou à des expériences plus spirituelles, là, comme ça. Mais je pense vraiment que c'est depuis son accident qu'il a commencé à avoir plus un contact avec l'autre côté. Quand on fait des morts cliniques, on touche, je vous dirais, une infime particule de la source. Vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais on touche à Dieu. Moi, je peux dire, si on appelle ça le bar, oui, c'est le bar. D'ailleurs, c'était un peu comme ça que les neurologues et les médecins en général me disaient que j'ai retracé l'autre bord. Et c'est sûr que j'ai pas un sixième sens, là, mais c'est certain que... excusez-moi, je suis un peu plus sensible. On touche aussi à une force incroyable. Et cette force nous permet justement de comprendre c'est quoi l'amour inconditionnel. Gladys George apprend que l'état de santé de sa sœur, atteinte d'un cancer, se détériore de façon inquiétante. Ça a duré quelques secondes. J'ai vu son visage, puis j'ai compris ce qu'elle voulait me dire. C'était court, mais c'était direct. Il y a eu la visite de ma mère qui lui disait tu diras à ta femme d'aller prendre soin de sa sœur. C'est de voir la belle-mère revenir me voir